Voilà pourquoi on a été appelé à un peu bousculer les choses, à essayer de faire en sorte qu'avec, comme le disait monsieur, je ne sais plus lequel, si c'est monsieur Verna qui disait, mais enfin je crois que c'est lui, avec un système dans lequel on pousse les choses, mais comme on n'a pas complètement la main sur tout cela, on a besoin de créer des alliances pour faire en sorte que nous puissions progresser dans un monde qui n'est pas toujours nécessairement très ouvert à l'intervention extérieure. Faisons ça comme ça. Et je suis modéré pour une fois. C'est une périphrase. Hein. Voilà. Je voudrais simplement... vous savez, vous en avez assez de photos de moi. Je suis sûr que vous en avez plein. D'accord, allez, c'est bon. Merci. Et donc, très clairement, voilà, si je veux bien poser les choses, nous nous sommes fait comme objectif de régler toute une série de questions sur lesquelles on attend des réponses depuis des décennies. On l'a fait sur beaucoup de sujets. Je me permets de vous signaler que nous avons repris en main des sujets routiers dont on pensait qu'ils étaient à peu près du domaine du sujet du serpent de mer infini. Je pense au contournement est de Rouen puisque nous sommes ici. Si la région n'avait pas piloté avec le concours de la métropole et du département de la Seine-Maritime le bouclage financier du contournement est de Rouen, il ne serait pas aujourd'hui inscrit, il ne sera pas inscrit demain dans la loi sur les mobilités. Et je vous rappelle que ça s'est fait avec un climat d'hostilité, non pas tellement rouennais, mon cher Bertrand, mais simplement parce que le département de l'Eure a refusé d'y mettre un centime en considérant que c'était la grosse route de Rouen, pour reprendre l'ancien président du département de l'Eure sur cette question, alors que ce contournement de Rouen, c'est la connexion avec la vallée de la Seine, c'est la connexion avec le bassin économique majeur du département de l'Eure, qui est la zone de Louviers-Val-de-Reuil, et que c'est le chaînon manquant sur un axe qui est l'axe Calais-Bayen. Mais cette opération, dont d'ailleurs M. Duron voulait nous la mettre sur la deuxième partie de la loi de programmation, c'est-à-dire 2024, 2028, 2029, enfin je ne sais pas exactement les dates, mais fait que, a priori, si j'en crois le petit déjeuner avec Elisabeth Borne de la semaine dernière, nous serons sur la première phase. C'est-à-dire qu'en clair, on doit pouvoir avoir, avec un peu de chance, des grues et des pelleteuses qui seraient sur le chantier, disons, 2020 ou 2021. C'est tout de même, pour un projet lancé en 1972, une réussite exceptionnelle. Je le dis parce qu'on oublie ça. Parmi les sujets qu'on évoquait tout à l'heure et que l'un d'entre vous évoquait, il y avait aussi la question de la chatière, qui est, n'est-ce pas, Président, un sujet sur lequel on nous attend depuis Port 2000. C'est-à-dire un projet qu'on nous annonçait il y a déjà 25 ans. Et un projet, disons-le, sur lequel il y avait un empressement très limité des autorités portuaires. Face à ça, bénéficiant de la chance d'avoir une région de Normandie qui nous a laissé des capacités d'investissement importantes, nous avons décidé de bousculer les choses. Nous sommes allés devant la Commission européenne qui regarde ce projet avec énormément d'intérêt, dans lesquels on a déjà eu quasiment une décision de principe sur le fait qu'il serait cofinancé sur des crédits européens. Il nous reste désormais une chose, c'est que ce n'est pas nous qui déposons le dossier est déposé par l'État. Donc ça veut dire qu'on a une deadline pour octobre, hein, vers le 20 octobre, président, c'est ça hein, c'est ça, 20-25 octobre. Et débat la semaine prochaine en Conseil de développement, mais ce qui veut dire qu'il faut que, puisqu'il s'agit de la dernière enveloppe disponible avant la future programmation, la prochaine programmation européenne, ça veut dire qu'il faut que ce dossier soit déposé avant le 25 octobre, de mémoire. Donc il est clair que sur cette question, très franchement, la région prend toute sa part, mais elle ne peut pas prendre sa part seule. Nous avons refusé l'idée qui consistait à considérer qu'il y avait d'un côté le quai 11 et 12, et qu'il y avait le reste ensuite. Il y a un programme global de 500 millions d'euros, sur une partie qui est déjà financée d'ailleurs dans le cadre du contrat de plan.
Il en reste une partie importante. Il y a le terminal roulier, il y a des accès routiers, il y a la fameuse chatière en question. Alors c'est vrai que je ne sais plus qui intervenait tout à l'heure en disant ça fait 15 ans qu'on nous en parle. Et puis quelqu'un disait mais notre problème c'est que nous on a besoin de régler nos investissements sur 4 ou 5 ans. Moi ce que j'espère, je le dis, c'est que dès lors que le dossier sera déposé devant la Commission européenne et que la Commission européenne aura donné son feu vert pour un financement, nous serons en mesure de pouvoir dire à toutes celles et tous ceux qui ont leur perspective de développement et d'investissement à 7 ou à 8 ans, parce qu'il s'agit de travaux gigantesques quand même, c'est pas des petites affaires. Disons grosso modo en 2025, on pourrait espérer, c'est ça à peu près un président, non, c'est ça? Non? Oui. Bon. 5 ans, oui, mais 5 ans de travaux. Il y a les études, les recours, bon. 2026, bon, vous voyez, mais alors si c'est après 2026, c'est le président Lyon qui paie la différence. Et donc voilà, donc on a si je puis dire, tenté de régler un certain nombre de sujets. J'en évoque un troisième. La question du ferroviaire, puisque quand on parle de l'axe Seine, on ne doit pas simplement se limiter à la question fluviale ou de l'économie bleue directement. Sur la logistique, Serqueux-Gisors était certes financé par la présidente région Normandie, mais on nous a laissé un dossier qui était, un dossier sur lequel il y avait un niveau d'hostilité de l'ensemble des territoires traversés qui était gigantesque. Nous nous sommes engagés considérablement, nous régions. Valérie Pécresse s'est engagée sur sa partie aussi, et je le remercie encore, avec toute une série de travaux pour lutter contre les nuisances sonores. Nous nous sommes engagés considérablement. J'ai des rendez-vous, ça ne se voit pas, parce que bien entendu personne ne sait ce qu'on fait, mais c'est normal, vous avez tous autre chose à faire, mais nous avons des réunions régulières. Il y a un collaborateur de la région qui est en charge de la totalité des sujets liés à Serqueux-Gisors pour que chaque problème puisse trouver une solution. J'avais connu ça en tant que député pour la 28, où ma circonscription était traversée du nord au sud, et on avait, avec la société autoritaire, été quasiment dans chaque ferme, chaque maison pour régler les choses. Au bout du compte, ça s'était fait, et ça s'était fait d'ailleurs dans des délais extraordinaires. Et donc on a adopté la même méthode. La région s'est quand même engagée sur toute une série d'investissements, de compensation pour toute la zone du Pays de Bray, pour que cet investissement puisse se faire. C'est quand même un investissement pour la région de 90 millions d'euros, mais il était loin d'être abouti, compte tenu de l'hostilité croissante et puissante, parce qu'en même temps, on avait raconté, disons-le aux élus locaux, toute une série d'histoires. On avait raconté, par exemple, que ça leur permettrait de développer du trafic voyageur. Or, il n'a jamais été question, je parle devant le responsable de la SNCF qui est ici, il n'a jamais été question à un seul instant qu'il y ait du trafic voyageur supplémentaire sur ces lignes-là. Bon, voilà. Il y a toute une zone d'activité à Gournay-en-Bray, pour prendre un exemple simple, qui se retrouvait complètement coincée dans un système assez acadabrantesque, parce que les choses n'ont pas été réellement réfléchies et portées, sur lesquelles la région essaie d'apporter à chaque fois des solutions auprès d'entreprises qui disent « nous, on a besoin de bosser ». Je prends un dernier sujet, toujours un autre sujet sur le ferroviaire, qui est, j'essaie de répondre à vos questions, alors pardon, c'est peut-être pas forcément très construit mon discours, mais c'est pour démontrer à ceux qui disent, mais alors, est-ce que les choses se font, ou se fassent, ou vont se faire, ce que nous avons décidé sur les trains et la reprise des trains intercités. Dieu sait qu'on a été critiqué, même si toutes les régions maintenant quasiment font la même chose. Je remercie l'engagement très important des équipes SNCF qui sont présentes dans la salle. Ils le savent, je leur dis souvent. Quand je vois les arbitrages sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, mon cher Bertrand, on nous dit la ligne nouvelle Paris-Normandie, elle est maintenue. Je comprends très bien le discours, j'ai fait de la politique, j'en fais plus maintenant. Non, je m'occupe d'une région maintenant, c'est pas pareil. Je suis désolé de vous dire, c'est que on est heureux que le projet ne soit pas abandonné. Soyons positifs. On est heureux que, en clair, le saute-mouton de la gare Saint-Lazare verra peut-être le jour qui fluidifiera de façon considérable l'accès pour les Normands au quai de la gare.
On est heureux de savoir qu'a priori le Mantois sera aussi dans la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Mon combat, et j'en ai parlé, j'ai appelé le président de la métropole sur la question, mon combat et notre combat en Normandie, puisque sur le reste, le Y de l'Or et le camp Rouen, c'est 2050, ce sera toujours pas fait, ça se raconter l'histoire. Le Rouen-Le Havre, pareil. Mon combat, c'est la gare de Rouen. Il faut qu'on arrive à arracher, voilà pourquoi j'ai écrit hier aux parlementaires, qui aura une loi de programmation un peu comparable à une loi de programmation militaire, avec des engagements financiers sur des programmes. Mon combat, c'est de faire en sorte que, dans cette loi de programmation, il y ait au moins la gare de Rouen en plus. Même si c'est un peu plus tard, sur une perspective de financement, mais c'est stratégique, notamment pour l'aménagement de l'agglomération rouennaise, et pour faire en sorte qu'on améliore aussi la fluidité ferroviaire. Et je rappelle tout de même que, heureusement, que nous avons proposé à la majorité régionale de prendre les trains intercités en main, parce que sinon, je rappelle que le message qui était adressé aux Normands jusqu'alors, c'était de leur dire « Vous inquiétez pas, vous aurez la ligne Nouvelle Paris-Normandie ». Et c'était quand, ça? Et c'est quand, maintenant? Puisque je vous rappelle que dans les programmes d'investissement de l'État, ce qu'ils ont appelé la revoyure des programmes d'investissement, il y avait 3 scénarios. Le scénario 1, le scénario 2 et le scénario 3. Pendant très longtemps, le gouvernement nous a dit « Ne vous inquiétez pas, on sera sur un scénario budgétaire 2+. » Jusqu'au bout, on y a cru. Et puis finalement, on finit sur un 2- et plutôt un 1+. Voilà. Donc en clair, le volume budgétaire que l'État va consacrer va être inférieur à ce qui était prévu. Comme vous le savez, entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, il y a souvent une marge relativement significative. Donc, en clair, heureusement que nous avons décidé de reprendre les trains intercités et d'engager le programme d'investissement considérable. Si vous avez 2 minutes, vous allez voir l'atelier de maintenance qui est en cours de montage, de construction à Sotteville. Les trains seront entretenus à partir du 1er janvier 2020 en Normandie. C'est une des clés pour améliorer la qualité du réseau. Il y a quand même 500 millions d'euros d'investissement sur les voies. Et là, je le dis, l'État est au rendez-vous et les lignes de crédit sont là. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les voies ferroviaires de Normandie. Sur une même durée, je parle sous contrôle, c'est 200 millions normalement. C'est-à-dire qu'on a eu 2,5 fois plus que ce que nous aurions eu en temps normal. 720 millions d'euros sur des trains que nous allons aller visiter dans quelques semaines à Valenciennes, puisqu'ils sont en construction. C'est heureusement que nous avions pris ce risque, en effet, de bâtir un autre modèle que nous avons proposé à l'époque à Manuel Valls, et qui nous permet d'avoir au moins une solution nous permettant d'attendre l'éventuelle ligne Nouvelle Paris-Normandie, dont vous et moi ne verrons probablement pas la... Enfin, bien. Moins pour ma part. Et donc, j'observe que sur toute une série de sujets, nous avons été au rendez-vous. Le maire de Dieppe, je ne sais pas s'il est parti, il est encore là, et je le remercie pour son expression de tout à l'heure. Ce que fait la région, par ailleurs, sur sa façade maritime, c'est un schéma dont on disait qu'il allait être très difficile à mettre en place. On nous expliquait que la fusion des 3 ports, Dieppe, Caen et Cherbourg, serait un sujet extrêmement compliqué. On a eu un dialogue extrêmement fructueux à la fois avec les collectivités de proximité, mais aussi avec l'ensemble du personnel et des organisations syndicales, qui fait qu'aujourd'hui, je crois que les choses vont dans le bon sens, et que nous allons avoir sur ces 3 ports une gouvernance unique permettant d'améliorer notre niveau d'expertise, permettant d'avoir une véritable politique commerciale, parce que ce qui nous manque sur ces ports, c'est une équipe commerciale suffisamment puissante pour bâtir. Alors je ne sais pas si elle est complémentaire, je suis comme vous, Bertrand, je ne suis pas convaincu que naturellement la complémentarité se joue dans une économie de marché. Mais au moins, on aura désormais un pilotage unique qui existait de facto, puisqu'il s'effectuait dans mon bureau, en vérité, dans le bureau du président de la région, là c'est moi pour le moment. Mais en clair, nous avons désormais une gouvernance qui va permettre pas tellement de faire des économies, peut-être à la marge sur le back-office, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on arrive à bâtir une offre commerciale suffisamment forte pour que ces 3 ports trouvent une place.
J'observe par ailleurs, je le dis, que grâce au président Londres et au président Seguin, ils nous ont demandé, je peux le dire, parce que je crois qu'on se voit la semaine prochaine, c'est ça, ils nous ont demandé d'assurer le pilotage de l'ensemble des conséquences dédiées au Brexit, et que nous allons réunir les principaux acteurs des ports normands pour faire en sorte qu'on soit en mesure de répondre aux problématiques diverses et variées, dont je n'ai pas exactement tout compris, mais j'ai compris qu'il y avait des questions éminemment fines à régler. Il y a les questions douanières en tant que telles, et puis il y a toute une série de sujets sur lesquels la région va chercher à mettre en place les dispositifs qui conviennent pour les prochains mois. Mais d'ores et déjà, il y a des initiatives. Je prends le groupe Brittany Ferries, estimant, comme le disait je ne sais lequel d'entre vous, que peut-être une partie du trafic, je crois que c'est vous Bertrand, une partie du trafic pourrait être détournée via l'Irlande par Cherbourg. Le groupe Brittany Ferries est en train d'expertiser la mise en place d'une zone, d'une voie logistique vers le sud de la France et donc vers l'Europe, à partir de Cherbourg. J'ai déjà donné mon accord pour le financement de cette opération, puisqu'il y aurait plusieurs millions d'euros de travaux à effectuer sur le port de Cherbourg pour accueillir les trains au plus près des marchandises. Donc, on s'y prépare, et j'en profite pour dire qu'on s'y prépare de différentes façons. Nous allons aller avec les acteurs portuaires à Londres, voir l'ensemble des activités économiques l'ensemble des acteurs de l'économie londonienne pour leur dire voilà, la Normandie est prête à vous accueillir. Je rappelle que la campagne de presse que nous avons faite, qui a été un succès absolument extraordinaire en Angleterre, puisqu'on a fait savoir qu'il y avait une campagne qui avait été interdite par la RATP londonienne pour vanter la Normandie, fait qu'on a eu plus de 150 articles dans la presse anglaise sur le fait que la RATP avait refusé la campagne pour la Normandie. Donc on a eu une pré-campagne absolument exceptionnelle. Nous sommes en discussion avec 23 entreprises britanniques.